Je m'appelle Victoire Delmas, et l'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement celle d'une femme qui lutte pour survivre. C'est l'histoire d'un héritage vieux de 300 ans, dont les racines s'enfoncent à 3 mètres sous terre, celle du château Delmas, qui a failli être réduit en cendres par un incendie criminel. J'ai grandi au sud de Bordeaux, sur les rives brumeuses de la Garonne. Pour la plupart des gens, le vin n'est qu'une boisson agréable à déguster au dîner. Mais pour moi, le vin était mon sang. Ma grand-mère, grand-maman Élise, m'asseyait sur ses genoux et me mettait une poignée de terre sous le nez avec ses mains sèches et colleuses. Sens, Victoire, disait-elle, n'oublie jamais cette odeur. L'argent sans le papier, mais le pouvoir sans la terre. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Mais aujourd'hui, je ressens le poids de chacun de ces mots dans mes os. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, vous avez probablement vécu, à un moment donné de votre vie, ce moment terrible où les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous ont pris pour un idiot. Vous savez, cette boule froide que vous ressentez au creux de votre estomac. Je vais commencer par le jour où j'ai découvert cette sensation. Tout a commencé juste avant les vendanges de cette année-là. Le château Delmas produisait les vins grands crus, les plus prestigieux non seulement de la région, mais de toute la France. Du moins, c'était le cas avant la mort de mon père, mon mari Henri. Ah, Henri. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai été impressionné par l'intelligence et la détermination de ce banquier d'affaires parisien. Lorsque j'ai pensé que c'était une chance pour moi qu'il reprenne les finances de l'entreprise après le décès de mon père, comme j'étais naïve. Ce matin-là, nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse de la maison en pierre au milieu des vignes. Henri, vêtu comme toujours d'une chemise en lin impeccablement repassée, était plongé dans sa tablette. En face de lui était assis son père, mon beau-père Jacques. Jacques était un homme sans émotion, dont les yeux fonctionnaient comme une calculatrice. La récolte de cette année, dis-je avec enthousiasme en montrant la grappe de raisin que je tenais dans ma main. Les conditions météorologiques ont été parfaites, Henri. Le taux de sucre des raisins Merlot est peut-être le meilleur de ces 10 dernières années. Nous devrions mettre cette récolte en bouteille dans une série spéciale. Henri prit une gorgée de café sans lever les yeux de sa tablette. Il me regarda du coin de l'œil, un sourire méprisant se dessinant sur ses lèvres, comme s'il regardait le dessin absurde d'un enfant. Victoire, ma chérie, dit-il de sa voix douce mais venimeuse. Ne te fatigue pas avec ces détails romantiques. Tu es juste le beau visage sur l'étiquette. Tu es l'âme du château. Mais les aspects mathématiques, laisse-les-nous aux hommes. Jacques éclata d'un rire étouffé. Elle a raison, ma fille. La viticulture n'est plus un art, c'est une industrie. Ce que tu appelles l'odeur de la terre ne paye pas les factures. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais je suis restée silencieuse. Car la première chose qu'on nous avait apprise, à nous les femmes d'Elmas, c'était qu'une femme noble ne montre jamais sa colère à table. Je me suis contentée de sourire et de me replonger dans mon assiette. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette conversation n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si vous pensez que cette histoire n'est qu'un simple conflit familial, vous vous trompez. Ce que vous allez entendre dans un instant prouvera que la soif d'argent d'un homme ne connaît aucune limite. Si, comme moi, vous croyez que justice sera faite tôt ou tard, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi dans cette aventure. Car vous n'avez encore rien vu. Ce soir-là, une réception était prévue dans le grand salon du château. Les principaux négociants en vin de la région, les critiques et les dirigeants locaux y seraient présents. En montant dans ma chambre pour me préparer, j'ai remarqué que la porte de la bibliothèque était entr'ouverte. J'entendais la voix d'Henri, mais il n'avait plus le ton calme et dédaigneux du matin. Il était excité. Il était même agité. Les gars s'impatientent, Jacques, disait-il. Les Américains n'aiment pas attendre. La holding texane veut signer le préaccord cette semaine. Tu as vu les chiffres? Avec cet argent, on pourrait acheter une île aux Bahamas et se débarrasser pour toujours de ces bottes boueuses et de cette odeur de raisin qui ne s'en va jamais. Je restais figé sur place. Une holding texane? Une vente. Le château d'Elmas n'était pas à vendre. Il ne le serait jamais. Ces terres appartenaient à ma famille, Henri n'en était que le gestionnaire par alliance. La voix rauque de mon beau-père Jacques retentit les victoires. Cette petite sorcière têtue, elle ne vendra jamais les vignobles. Tu connais cette fichue loyauté qu'elle a héritée de sa grand-mère. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Je retins mon souffle. J'avais peur d'entendre la réponse d'Henri, mais je devais l'entendre. Henri rit. Mais ce n'était pas le même rire que celui du matin. C'était un son froid et métallique. Ne t'inquiète pas, papa, dit-il. Sa voix était devenue un murmure, mais dans le silence du couloir, chaque mot résonnait comme un coup de couteau. Nous n'allons pas la convaincre. Nous allons la mettre hors d'état de nuire. La mettre hors service. Je serrai les doigts pour ne pas laisser tomber le châle que je tenais dans mes mains. Que prévoyait-il? Le divorce? Allait-il me jeter à la rue sans le sou? Comment?
demanda Jacques. La marque Delmas existe grâce au visage de Victoire, répondit Henri. Mais si ce visage, cette marque, devenait instable, si Victoire semblait trop émotive et instable pour diriger l'entreprise, le tribunal confierait alors le contrôle total de l'entreprise à son tuteur, c'est-à-dire à son mari. La suite est facile. Nous signons, nous prenons l'argent et Victoire continue à vivre dans son monde imaginaire avec ses raisins. J'ai senti mes genoux fléchir sous le poids de ce que je venais d'entendre. Je me suis appuyée contre le mur. Mon mari, l'homme avec qui j'avais uni ma vie, ne se contentait pas de m'écarter, il élaborait un plan qui remettait en question ma santé mentale. Et il faisait cela uniquement pour vendre nos terres à un holding américain et s'enfuir. À ce moment-là, j'avais envie de me précipiter dans la pièce et de crier, de leur cracher au visage. J'avais envie de hurler, j'ai tout entendu, mais je ne l'ai pas fait. La voix de grand-maman Élise résonnait dans ma tête, la colère est un feu, Victoire. Si tu ne la contrôles pas, elle te consumera. Si tu la contrôles, elle réduira tes ennemis en cendres. Je me suis lentement retirée. Silencieusement, comme un fantôme, j'ai gravi les escaliers. En entrant dans ma chambre, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je tremblais. Larmes coulaient de mes yeux. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse. Ce soir-là, je suis descendue à la réception. J'ai enfilé ma plus belle robe rouge. Je me suis glissée sous le bras d'Henri et j'ai souri. Il pensait que la femme à ses côtés n'était qu'un objet décoratif docile. Mais la femme qui s'était glissée sous son bras n'était plus son épouse. Ce soir-là, mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai rempli le verre de vin d'Henri, quand il m'a regardé et m'a dit « Tu es magnifique. Ma chérie, la journée va être longue, va te coucher tôt si tu veux. » Je lui ai offert le plus beau sourire de ma vie. « Non, Henri. » ai-je répondu. « Nous ne faisons que commencer. » Mais ni moi, ni Henri ne pouvions imaginer la catastrophe qui allait se produire cette nuit-là, car leur plan ne se limitait pas à me rendre folle. Ils préparaient quelque chose de bien plus sombre, de bien plus destructeur. Et la première étincelle de ce plan allait jaillir le lendemain soir, au cœur des vignes, dans notre cave la plus précieuse. Le feu. On dit qu'il nettoie tout. Mais parfois, le feu ne fait que révéler la vérité. Avez-vous déjà vraiment écouté le bruit du feu? La plupart des gens associent le feu à la chaleur. Mais cette nuit-là, dans la cour du château d'Elmas, tremblant dans ma fine chemise de nuit, j'ai appris une chose, le bruit du feu ressemble au grognement d'un animal affamé. Et cette nuit-là, cet animal dévorait mon héritage. Moins de 24 heures s'étaient écoulées depuis cette nuit terrible où j'avais découvert le plan d'Henri. Je m'étais couché avec des milliers de plans en tête. Comment allais-je me battre? Qui allais-je appeler? Mais le sommeil m'avait envahi comme une lourde couette. Peut-être que la tisane que j'avais bue au dîner n'était pas aussi innocente que je le pensais. Je n'ai jamais pu le prouver. Lorsque j'ai ouvert les yeux, ma chambre était baignée d'une lumière orange. Et cette odeur, celle des fûts de chêne vieillis, des poutres tricentenaires et, pire encore, celle du caramel brûlé du mou de raisin. Je me suis précipitée hors de mon lit. En courant vers la fenêtre, j'ai vu un spectacle à couper le souffle. L'aile nord, la grande cave. La cave où étaient conservés les vins les plus précieux de mon grand-père, ceux du millésime 1945, était en proie aux flammes. Je ne me souviens pas comment j'ai descendu les escaliers. Quand je suis arrivée dans la cour, c'était le chaos. Les employés couraient avec des seaux à la main, les pompiers essayaient d'ouvrir les tuyaux. Et là, dans la lumière orange des flammes, mon mari Henri se tenait debout, le visage faussement terrifié. Il m'a vu. Je n'oublierai jamais ce moment. Alors qu'il courait vers moi, l'inquiétude sur son visage était si réelle que, l'espace d'une seconde, juste une seconde, j'ai pensé que ce que j'avais entendu la nuit précédente n'était qu'un cauchemar. « Victoire !» s'écria-t-il en m'attrapant par les épaules. « Mon Dieu, tu es vivante. Quand je ne t'ai pas trouvée dans la chambre, j'ai cru que j'allais devenir fou. » La cave. Ai-je seulement réussi à dire? Ma voix était rauque à cause de la fumée. « Henri, la cave est en feu. » Henri m'a serré dans ses bras, mais ce n'était pas une étreinte réconfortante. C'était la prise d'un gardien sur son prisonnier. Il s'est penché vers mon oreille et m'a parlé d'une voix venimeuse, d'un ton que la foule autour de nous, les gendarmes et les employés pouvaient entendre. « Je sais, ma chérie, je sais. Mais c'est passé. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne dirai à personne que tu as oublié d'éteindre les bougies. » Mon sang se glaça. Je reculai et le regardai dans les yeux. « Quelle bougie ?» ai-je demandé. Je ne suis même pas descendu à la cave. J'étais dans ma chambre hier soir. Henri secoua la tête d'un air triste. Il se tourna vers le chef des gendarmes qui s'approchait de nous. Entre-temps, mon beau-père Jacques était sorti de l'ombre et s'était joint à nous. « Monsieur l'agent, » dit Henri en faisant semblant d'avoir la voix tremblante, « ma femme. Victoire ne va pas très bien ces derniers temps. Elle est parfois somnambule la nuit. Hier soir, elle m'a dit qu'elle voulait trouver un peu de paix dans la cave et qu'elle allait méditer à la lueur d'une bougie. Je l'ai mise en garde, mais... Oh mon Dieu, c'est ma faute.
Je n'aurais pas dû la laisser seule. Vous mentez, ai-je crié. Ma voix a résonné dans la cour. Je ne suis pas allée là-bas. C'est vous. Vous avez tout planifié. Jacques s'est immédiatement interposé, posant sa main sur mon épaule pour essayer de me calmer. Chut, ma fille, calme-toi. Tu es sous le choc. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je me suis débattue. Lâchez-moi. Vous m'entendez? Ce n'est pas un accident. Ce sont eux qui ont mis le feu à la cave. Pour la vendre. Pour me faire passer pour folle. À ce moment-là, c'était exactement ce que voulait Henri. Tout le monde dans la cour, les ouvriers agricoles que je connaissais depuis des années, les gendarmes, les voisins. Tout me regardait avec pitié, les yeux remplis de peur. J'avais les cheveux en bataille, je portais une chemise de nuit tachée de vin et je criais de toutes mes forces. Vu de l'extérieur, j'avais l'air d'une femme hystérique qui accusait son mari. En me regardant maintenant, vous vous dites peut-être pourquoi n'es-tu pas restée calme, Victoire? Mais je vous pose la question, comment rester calme face à quelqu'un qui vous vole votre vie en vous regardant droit dans les yeux? C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Cette torture psychologique qui perturbe votre perception de la réalité et vous fait douter de votre propre esprit. Si vous avez déjà été accusé d'être fou ou hypersensible par un narcissique, veuillez décrire en un mot ce que vous avez ressenti à ce moment-là dans les commentaires. Mon mot, le désespoir. Un médecin a été appelé. Bien sûr, c'était un médecin que Henri qualifiait des amis de la famille, mais que je n'avais jamais vu auparavant. On m'a fait une injection de sédatif de force. Alors que je sentais le liquide froid brûler mon bras, j'ai entendu Henri chuchoter au chef de la gendarmerie: « Veuillez noter accident dans le rapport. Je m'occupe de la compagnie d'assurance. Je ne veux pas que l'on parle de l'inattention de ma femme, cela la détruirait. Elle a déjà besoin d'un traitement psychologique, cet incident a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Alors que mes paupières devenaient lourdes, j'ai réalisé avec horreur à quel point le plan d'Henri était parfait. La cave avait brûlé, les vins avaient disparu, ce qui signifiait que la valeur instantanée de l'entreprise avait chuté. Cela leur permettrait de toucher l'argent de l'assurance et de vendre plus rapidement le terrain en le présentant comme improductif. J'étais le coupable, un héritier dérangé qui avait provoqué l'incendie par négligence. C'était une preuve parfaite pour la procédure de mise sous tutelle. On m'a emmené dans ma chambre. J'ai entendu la porte se verrouiller. Oui, dans ma propre maison, dans ce château construit par mes ancêtres, j'étais désormais un prisonnier. Sous l'effet des médicaments, je perdais et reprenais conscience. Dans mon rêve, je voyais ma grand-mère Élise. Nous marchions dans les vignes, mais la terre ne sentait pas le raisin, elle sentait la cendre. Ma grand-mère se tourna vers moi, le visage sévère. Elle tenait dans sa main un vieux carnet relié de cuir. Sous la terre, Victoire, disait-elle. Le secret est toujours sous la terre. Ne regarde pas la surface. Va en profondeur. Au réveil, j'avais mal à la tête, mais mon esprit était étonnamment clair. Les effets des médicaments avaient disparu. Henri entra dans la chambre. Il tenait un plateau avec le petit déjeuner et un dossier. « Bonjour ma chérie », dit-il, comme si rien ne s'était passé la nuit dernière. Le docteur m'a parlé. Il pense que tu as besoin de te reposer pendant un certain temps. Peut-être même, loin de la ville, dans une clinique spécialisée, pendant quelques semaines. Il posa le dossier sur le lit. Il y avait le logo d'une clinique psychiatrique dessus. « Tu dois signer quelques papiers, » dit-il. « Une procuration temporaire, pour que je puisse m'occuper des affaires jusqu'à ce que tu sois rétabli. L'assurance de la cave, les rénovations. Je ne veux pas que tu te fatigues. » Je le regardais dans les yeux. Je visse le vide sombre derrière ses yeux bleus. Il allait m'enfermer dans une clinique. Dès que j'aurais signé, le château d'Elmas serait vendu, et je serais enterré dans l'histoire comme l'ex-épouse folle. Je vais y réfléchir, Henri, dis-je en prenant soin de ne pas laisser ma voix trembler. Mais je dois d'abord aller aux toilettes. Henri sourit. Bien sûr, ne te presse pas. Je t'attends à la porte. Je suis entré dans la salle de bain et j'ai ouvert le robinet. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était couvert de suie, mes yeux étaient cernés. Mais la femme désespérée de la nuit dernière n'était plus là. Les paroles de ma grand-mère dans mon rêve résonnaient dans mon esprit, descend plus bas. Je me suis souvenu des carreaux mal fixés sous le meuble de la salle de bain. Ce compartiment secret que j'avais découvert quand j'étais enfant en jouant à cache-cache. Une semaine avant sa mort, ma grand-mère m'avait appelé et m'avait dit: « Si un jour tu as des ennuis, regarde sous le meuble de la salle de bain. » À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait d'un jeu d'enfant. Je n'avais même pas regardé là-dessous depuis des années. Avec mes mains tremblantes, j'ai soulevé le carrelage. C'était là, un petit sac en velours poussiéreux et une vieille enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe. En lisant le document qui s'y trouvait, mon cœur battait si fort que j'en entendais le bruit dans mes oreilles. Ce n'était pas seulement un testament. C'était une arme qui allait devenir le cauchemar d'Henri et de cette holding texane. Ce document
signé devant notaire en 1960, n'était pas le titre de propriété du château d'Elmas, mais le protocole de protection du Grand Cru, qui déterminait à qui il serait cédé et dans quelles conditions. Et tout en bas, une note écrite de la main élégante de ma grand-mère était ajoutée en cas de vente, de cession ou de divorce de l'héritier. En lisant ces mots, un sourire se dessina sur mes lèvres. Henri m'attendait dehors, prêt à prendre le stylo que je tenais à la main pour signer mon arrêt de mort. Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, c'était son arrêt de mort que je tenais entre mes mains. Lorsque je sortis de la salle de bain, Henri me demanda derrière la porte: Ça va? Je ne me suis jamais senti aussi bien, Henri. Murmurai-je pour moi-même. Parfois, la liberté ne consiste pas à franchir une porte. Parfois, la liberté consiste à s'agripper à une vigne centenaire et à sauter 3 étages plus bas, dans les bras de l'obscurité. Henri attendait impatiemment derrière la porte. Victoire? Le bruit de l'eau s'est arrêté. Tu sors? Je me suis retournée vers la porte de la salle de bain et j'ai appelé une dernière fois: J'arrive Henri, je m'habille juste. C'était un mensonge. Je ne portais qu'un vieux cardigan et ma chemise de nuit. Mais sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur, se trouvait la pochette en velours que j'avais cachée dans mon soutien-gorge. L'héritage de ma grand-mère. Mon bouclier. J'ai ouvert doucement la fenêtre de la salle de bain. L'architecture du château d'Elmas est étrange. Les immenses glycines et les vignes qui recouvrent les murs ne sont pas seulement décoratives. Je me suis souvenu des jours où, enfant, je m'échappais par ces fenêtres avec mon cousin pour descendre au bord de la rivière. À l'époque, c'était un jeu. Aujourd'hui, c'était une question de survie. Je me suis penché à l'extérieur. L'air froid m'a frappé le visage. En bas, il faisait nuit noire. Seul le faisceau de lumière jaune provenant du bureau d'Henri éclairait le jardin. Lorsque j'ai fait mon premier pas, le craquement de la branche sous mon pied a résonné dans la nuit silencieuse comme un coup de feu. Je me suis figé. En bas, la fenêtre du bureau d'Henri s'est ouverte. L'odeur de la fumée de cigarette m'est venue au nez. Tu as entendu un bruit, Jacques? Demanda Henri. La voix de mon beau-père répondit: C'est juste le vent. Ou un renard. Tu es à bout de nerfs. Tu as obtenu la signature. Je vais la voir, répondit Henri. Il ne me laisse pas entrer dans la chambre, mais il n'a pas le choix. Il n'a nulle part où aller. Il n'a pas d'argent, pas de voiture, et tout le monde le prend pour un fou. Dans l'obscurité, je serrais les dents. Fou, hein? Alors que je glissais entre les vignes comme un fantôme, je me disais: peut-être avait-il raison. Un héritier suspendu au mur de sa propre maison. N'était-ce pas de la folie? Lorsque mes pieds touchèrent l'herbe humide, l'odeur de terre humide qui envahit mes poumons me donna de la force. Je courus sans me retourner. Je plongeai dans les vignes, dans le labyrinthe de ces rangées de vignes infinies. Où allais-je aller? Tout le monde dans le village connaissait Henri. C'était l'enfant chéri de Bordeaux. Si j'allais voir la police, Henri me ferait ramener en tant que femme fugitive mentalement instable. Il n'y avait qu'une seule personne, Maître Allard, un vieil ami de mon père, l'ancien notaire du château. Lorsque Henri a pris la direction, sa première décision a été de renvoyer Maître Allard et de le remplacer par ses propres avocats modernes et flexibles. Allard vivait dans l'ancien moulin à l'extérieur du village d. C'était un homme grincheux, têtu et qui détestait Henri. Après une course de 40 minutes dans l'obscurité, j'arrivai à bout de souffle devant sa porte. Je frappai à la porte. Maître Allard, ouvrez, s'il vous plaît. C'est Victoire. Les lumières s'allumèrent. La porte s'ouvrit en grinçant. Maître Allard se tenait devant moi, une bougie à la main et vêtu d'un vieux peignoir. En me voyant ainsi, les cheveux en bataille et les pieds couverts de boue, ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu! Petite Victoire? Il m'a fait entrer. Il m'a fait asseoir devant la cheminée, mais je tremblais encore. Il m'a tendu un verre de cognac chaud. Raconte, dit-il. Les rumeurs que j'ai entendues sont-elles vraies? L'incendie? Les accusations de folie? Je lui ai tout raconté. Le plan d'Henri, l'incendie, sa menace de m'enfermer à la clinique. Au fur et à mesure qu'Allard écoutait, son visage s'assombrissait, il serrait les poings. Mais lorsque je finis mon récit et que je sortis la pochette en velours de ma poche, une étincelle brilla dans ses yeux. Il a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Pendant qu'il lisait le document, le silence de la pièce n'était rompu que par le crépitement du feu dans la cheminée et les cris de victoire d'Allard. C'est, dit Allard en ajustant ses lunettes, c'est un chef-d'œuvre, Victoire. Ta grand-mère Élise. Cette femme était un génie. Qu'est-ce que cela signifie, maître? Demandai-je. Ce document peut-il arrêter Henri? Allard me regarda avec un sourire malicieux. L'arrêter? Non, ma fille. Ce document n'arrêtera pas Henri. Ce document enterrera Henri. Il se tourna vers moi et m'expliqua clairement: c'est un acte de fiducie conditionnel. Ta grand-mère a assorti la propriété du terrain d'une condition. Elle a dit: si un conjoint qui ne porte pas le nom de Delmas tente de vendre la propriété ou si son héritier est déclaré incapable, la propriété sera automatiquement transférée à la Fondation Victoire Delmas.
Je l'ai regardé avec étonnement. Mais je n'ai pas de fondation. Tu en avais une, dit Allard en souriant. Ta grand-mère a créé cette fondation le jour de ta naissance. Elle attendait simplement que ces conditions soient remplies pour qu'elle devienne active. À l'heure actuelle, le contrat de vente qu'Henri tente de signer repose en fait sur une autorité qui n'existe pas. Ce terrain est désormais, légalement, la propriété d'une fondation. Et tu es le président de cette fondation. La peur qui m'habitait fit lentement place à un sentiment de confiance réconfortant. Alors, je peux aller le renvoyer maintenant? Non, répondit Allard d'un ton sec. Non, Victoire, pas maintenant. Henri se croit puissant en ce moment. Laisse-le croire cela. Laisse-le organiser cette réunion de vente. Laisse-le appeler les Américains. Laisse-le connaître son crime jusqu'au bout. Il se pencha vers moi, les yeux brillants. Ne perturbe jamais ton ennemi lorsqu'il commet sa plus grande erreur. Ils vont penser que tu t'es enfui, et que tu es devenue folle. Et ils vont te rechercher. Tu dois disparaître. Arrêtons-nous là. Avez-vous déjà dû rester silencieux alors que vous aviez toutes les cartes en main? Vouloir crier que vous avez raison, mais devoir vous taire pour des raisons stratégiques. C'est la chose la plus difficile au monde. La patience est l'ingrédient le plus douloureux mais le plus efficace de la vengeance. Si vous avez vous aussi remporté une victoire grâce à votre patience, laissez simplement un émoji sablier dans les commentaires, car le temps d'Henri est compté. Où puis-je aller? Demandai-je. Ils me chercheront partout. Allard sourit. Il n'y a qu'un seul endroit où ils n'oseront pas te chercher. Et là-bas, une armée t'attend pour t'aider. Le lendemain matin, nous sommes partis avant le lever du soleil. Allard m'a caché sous des couvertures sur la banquette arrière de sa vieille voiture rouillée. Il ne m'a pas dit où nous allions. Lorsque la voiture s'est arrêtée, une odeur familière m'est venue au nez. Ce n'était pas une odeur de brûlé, mais celle de la lavande et du savon propre. C'était une sorte de communauté où vivaient les anciennes employées du château, des femmes que Henri avait licenciées parce qu'il les trouvait trop vieilles ou trop traditionnelles. Elles avaient rénové un monastère abandonné de l'autre côté de la vallée et s'y étaient installées. En descendant de la voiture, j'ai immédiatement reconnu le visage qui m'accueillait. Madame Cotillard. Ma nounou, celle qui m'avait élevée, renvoyée par Henri parce qu'il la trouvait trop familière. En me voyant, elle a laissé tomber le panier qu'elle tenait à la main. Victoire? Quand je l'ai serrée dans mes bras, j'ai vraiment pleuré pour la première fois. Pas de peur, mais de soulagement. J'ai besoin de votre aide, madame. Lui et je dis, pas seulement pour me cacher, pour me battre. Madame Cotillard a regardé les autres femmes qui s'étaient rassemblées derrière elle. Toutes avaient passé des années dans les vignobles de Delmas, connaissaient chaque cépage par son nom, étaient des femmes fortes et travailleuses. Combattre, dit Madame Cotillard, une lueur dangereuse dans les yeux. Nous aussi, nous avions un compte à régler avec Henri. Bienvenue, ma fille. L'armée est prête. Ce jour-là, un plan fut élaboré au couvent. Pendant qu'Henri serait occupé à me chercher, nous allions documenter ses crimes. Allard déclara, nous devons prouver que l'incendie n'était pas accidentel. Les documents sauveront la propriété, mais pour envoyer Henri en prison, nous devons prouver qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Les enregistrements vidéo? Demandai-je. Henri a dit que tout avait brûlé. Madame Cotillard a ri. Henri a oublié à qui il a confié l'installation du système de sécurité. Son fils Pierre est mon filleul. Et Pierre prend toujours une sauvegarde. Mes yeux se sont mis à briller. La donne était en train de changer. Ce n'était plus moi qui fuyais. J'étais le chasseur. Eux, ils étaient encore inconscients d'être pris au piège. Henri Delmas, lève ton dernier verre. Car tu ne pourras plus jamais boire avec autant de plaisir. Aussi intelligent soit-il, un criminel oublie toujours une chose, la technologie ne ment pas. Les gens mentent, les procès-verbaux peuvent être modifiés, les témoins peuvent être achetés. Mais un disque dur, il n'oublie jamais ce qu'il a vu. Entre les murs de pierre froide du monastère, nous avions installé un centre d'opération de fortune. Pierre, le filleul de Madame Cotillard, était bien plus que ce que j'avais imaginé. Il n'était pas seulement un créateur de systèmes de sécurité, mais aussi un magicien du numérique, alors que les lumières bleues des 3 écrans devant lui éclairaient son visage. Il dit « La situation est grave, Victoire ». Sa voix était tendue. Henri n'est pas idiot. Il a coupé la connexion Internet du serveur principal juste après l'incendie. La sauvegarde sur le cloud est restée à 18%. Il manque des images. Mon cœur se serra. Alors, on n'a plus rien. Pierre secoua la tête. Non, nous avons encore une chance. Mais c'est dangereux. Il afficha sur l'écran une vue aérienne du château d'Elmas. Il désigna du doigt la petite cabane à côté de l'entrée principale. La cabine de sécurité, dit Pierre. Le feu ne l'a pas atteinte. Le système enregistre toutes les images localement sur le dispositif NVR qui s'y trouve. Si Henri n'a pas encore formaté ou détruit physiquement ce dispositif, les images sont toujours là, dans cette petite boîte métallique.
Henri ne laisserait pas cet endroit vide. Dis-je, il y a placé ses propres hommes. Oui, répondit Pierre. 2 personnes montent la garde. Et demain matin, une nouvelle société de sécurité viendra renouveler tout le système. Donc, c'est ce soir qu'il faut récupérer ce disque. Sinon, il sera effacé à jamais. À ce moment-là, l'adrénaline a remplacé la peur que je ressentais. Allons-y. Ai-je dit. Madame Cotillard a voulu protester, mais je l'ai fait taire. C'est ma maison, madame. Je connais chaque buisson, chaque ombre de ce terrain. Pierre et moi, nous y allons. Au milieu de la nuit, alors que la lune se cachait derrière les nuages, je me suis faufilé sur mon terrain comme un voleur. Je portais des vêtements noirs et un bonnet. L'héritier du château d'Elmas rampait dans ses propres vignes. Pierre et moi avons emprunté l'ancien canal d'évacuation des eaux pour atteindre la zone sécurisée. Les lumières de la cabine de sécurité étaient allumées. À l'intérieur, il y avait 2 hommes costauds gardés par Henri. L'un somnolait, l'autre regardait quelque chose sur son téléphone et riait. Voici le plan, murmura Pierre. Je vais court-circuiter le disjoncteur à l'arrière. Lorsque l'électricité sera coupée, le système passera sur batterie, mais l'alarme se déclenchera. Quand ils sortiront en courant, tu te glisseras par la fenêtre arrière et tu prendras l'appareil. Et s'ils me voient? Pierre sortit un petit spray de gaz poivré de sa poche et me le tendit. Alors tu te battras comme une femme d'Elmas. Pierre disparut dans l'obscurité. Je commençai à compter les secondes. 1, 2, 3, et boum! Une grande étincelle, puis le noir complet. Dame Juron fusèrent de l'intérieur de la cabane. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Où est le générateur? La porte s'est ouverte, des lampes torches ont commencé à balayer l'obscurité. 2 hommes ont couru dans la direction opposée à celle d'où venait la voix de Pierre, vers la forêt. C'était maintenant mon tour. Je me suis précipité vers la fenêtre arrière. Elle n'était pas verrouillée, j'ai remercié les hommes d'Henri pour leur indiscipline. Je me suis glissé à l'intérieur. Ça sentait la cigarette et la sueur. J'ai trouvé la boîte noire sous la table. Je n'avais pas le temps de débrancher les câbles. J'ai sorti le couteau de poche que j'avais dans ma poche et j'ai coupé les câbles sans ménagement. L'appareil était lourd dans mes bras, mais son contenu pesait bien plus lourd encore. Alors que j'étais sur le point de sortir par la fenêtre, une silhouette est apparue à la porte. Et qui est là? Je me suis figé. L'un des hommes était revenu. La lumière de la lampe torche se dirigeait vers moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi par réflexe. J'ai attrapé le lourd cendrier qui se trouvait sur la table et je l'ai lancé vers la lumière. Ah, bon sang! L'homme se tenait le visage tandis que je me jetais par la fenêtre. Je l'ai entendu crier arrête. Je vais te frapper. Derrière moi, mais j'avais déjà plongé dans les vignes. Lorsque nous avons retrouvé Pierre au point de rendez-vous, nous tremblions tous les deux. Mais ce n'était pas de peur, c'était de joie. Il était 3 heures du matin lorsque nous sommes retournés au monastère. Madame Cotillard et les autres femmes nous attendaient à la porte. Pierre a connecté l'appareil à l'ordinateur. Alors que le message récupération des données clignotait à l'écran, tout le monde dans la pièce retenait son souffle. Et puis, l'image est apparue. Date nuit de l'incendie. Heure 23h14. L'angle de la caméra montrait l'entrée de la grande cave. Ce que j'ai vu m'a fait mettre la main devant ma bouche. Henri était là, mais il n'était pas seul. Il y avait une femme blonde à ses côtés. C'était Claire. Claire que je considérais comme ma meilleure amie, et qui venait souvent dîner chez nous. Sur l'image, Henri et Claire riaient. Henri tenait un bidon dans sa main. Claire, telle une enfant gâtée, lui a pris le bidon des mains et a commencé à le verser sous la porte de la cave. Ce n'était pas une négligence. Ce n'était pas un accident. C'était un amusement diabolique. Henri a allumé une allumette. Il a dit quelque chose à Claire, pas besoin de lire sur ses lèvres, j'aurais pu jurer qu'il disait adieu Victoire. Il a jeté l'allumette. Les flammes ont jailli instantanément. Devant la cave en feu, ils se sont embrassés comme s'ils regardaient un feu d'artifice. Un profond silence envahit la pièce. Madame Cotillard murmura « Les salauds ». Dame larmes coulaient de mes yeux, mais cette fois-ci, elles n'étaient pas dues au chagrin, mais à une pure colère. Mon mari et mon meilleur ami avaient brûlé mon héritage et s'en étaient réjouis. Je vous entends déjà dire en regardant l'écran, ce n'est pas possible. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Mais le mal dans sa forme la plus pure vient souvent de nos proches, car ce sont eux qui portent le mieux leur masque. Si vous aussi vous avez été trahi par un ami, aimez cette vidéo. Vous verrez que vous n'êtes pas seul, car ce que je m'apprête à faire va réduire ce masque en miettes. Pierre a arrêté la vidéo. Nous avons tout ce qu'il faut, Victoire. Donnons ça à la police. Henri sera arrêté cette nuit. Non, ai-je répondu. J'ai moi-même été effrayé par le ton glacial de ma voix. J'ai touché l'écran, là où Henri et Claire s'embrassaient de manière répugnante. Si nous le donnons à la police, leurs avocats interviendront. Ils seront libérés sous caution. Le procès durera des années. Henri jouera les victimes.
Je détournai les yeux de l'écran et regardai Madame Cotillard. Il y a une grande réunion commerciale demain, n'est-ce pas? Oui, répondit Madame. Le notaire, les Américains, le commandant de la gendarmerie. Tout le monde sera au château. Henri veut transformer la cérémonie de signature en spectacle. J'ai souri. Ce sourire au coin de mes lèvres n'était plus celui de Victoire Delmas, mais celui de la vengeance. Alors donnons-lui ce qu'il veut, dis-je. S'il veut un spectacle, il aura le spectacle le plus mémorable de sa vie. Je me suis tournée vers Pierre. Peux-tu préparer cette image d'ici demain? Mais pas seulement dans un fichier. Peux-tu accéder à distance au système de présentation du château? Pierre comprit ce que je pensais et sourit. Au projecteur. Un jeu d'enfant. Parfait. Ai-je répondu. Demain, le château d'Elmas ne sera pas vendu. Demain, le château d'Elmas fera le grand ménage. Je me suis levée. Préparez-vous, mesdames. Demain, nous rentrons à la maison. Et nous ne partirons pas seuls. L'ivresse de la victoire est plus dangereuse que le vin, car le vin vous endort, mais l'ivresse de la victoire vous aveugle. Henri et son père Jacques étaient exactement dans cet état ce jour-là, dans le grand salon du château aveugle. Il était environ 2 heures de l'après-midi. Le célèbre grand salon du château d'Elmas, dont les murs étaient couverts des portraits de mes ancêtres, était plus bondé que jamais. Les représentants du holding texan, des hommes corpulents, coiffés de chapeaux de cow-boy et fumant le cigare, étaient assis à une extrémité de la table. De l'autre côté se trouvait Henri, accompagné de Claire et de son père Jacques. Au milieu de la table se trouvaient les contrats de vente du château. Moi, Victoire Delmas, je suis entrée dans le jardin de ma propre maison non pas par la porte arrière, mais cette fois par la porte principale. Mais je n'étais pas seule. Derrière moi, Maître Allard marchait comme une statue de la justice vêtue de sa toge. Derrière lui, Madame Cotillard et les 12 ouvrières du couvent. Et tout à l'arrière, Pierre avec son sac d'ordinateur portable. Les agents de sécurité à la porte ont tenté de nous arrêter. Mais le commandant de la gendarmerie, notre vieil ami, un homme honnête, nous attendait à la porte grâce à une petite vidéo de présentation que Pierre lui avait envoyée le matin même. Il nous a simplement salués d'un signe de tête et a dit « Entrez, madame ». J'ai ouvert les immenses portes en chêne de la grande salle. Le brouhaha à l'intérieur s'est arrêté net. Henri tenait une coupe de champagne à la main. Quand il m'a vu, la coupe lui a glissé des mains et s'est brisée en 1000 morceaux sur le sol. Ce bruit était la seule chose qui venait troubler le silence de la pièce. « Victoire » dit Henri d'une voix tremblante. Puis il se ressaisit immédiatement et remit son faux masque. Se tournant vers les Américains, il dit « Je vous prie de m'excuser, messieurs, ma femme. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas en très bonne santé. Elle a dû s'échapper de la clinique. » Il s'est approché de moi, le visage empreint d'une fausse compassion, mais le regard menaçant. « Chérie, tu n'aurais pas dû venir ici. Je vais appeler les médecins, ils vont t'emmener. » Il a essayé de me prendre le bras. « Ne fais pas ça, dis-je. » Ma voix ne criait pas, mais elle était si claire qu'on pouvait l'entendre depuis le coin le plus éloigné de la salle. « Ne me touche pas avec tes mains sales, Henri. » Le représentant américain, Monsieur Millet, s'est levé. « Que se passe-t-il ici? Qui est cette femme? » « Je suis la propriétaire de cette maison, dis-je en marchant vers la table. Et vous, monsieur Millet, vous êtes en train d'acheter une scène de crime. Jacques s'interposa, le visage rouge écarlate. C'est absurde. Elle est folle. Les signatures sont sur le point d'être apposées, faites sortir cette femme. C'est alors que Maître Allard s'avança. Il posa bruyamment la vieille mallette en cuir qu'il tenait à la main sur la table. Cette femme n'est pas folle, dit Allard d'une voix forte. Cette femme est la présidente fondatrice de la Fondation Victoire Delmas. Et d'après ce document que j'ai entre les mains, conformément au protocole Grand Cru de 1960, l'autorité d'Henri Delmas sur cette propriété a pris fin au moment où il a trahi son épouse et endommagé la propriété. Henri éclata de rire. Un rire nerveux, hystérique. Infidèle? Nuisible à la propriété? Avec quelle preuve? Ce ne sont que des délires. Je fixai Henri du regard. Tu veux des preuves, mon cher? Alors retourne-toi. Pierre était déjà connecté au projecteur situé dans un coin du salon. Il appuya sur un seul bouton. L'image que nous avions prise depuis la cabine de sécurité cette nuit-là s'est projetée sur l'immense mur blanc du salon. L'image était nette. Elle ne laissait place à aucune discussion. Le bidon dans les mains d'Henri, le sourire de Claire, le craquement de l'allumette, et ce baiser de célébration devant les flammes. Tout le monde dans la salle était figé. Claire s'est effondrée là où elle se trouvait, se couvrant le visage de ses mains. Henri, quant à lui, regardait l'écran, la bouche ouverte, le teint livide, tremblant. L'Américain, monsieur Millet écrasa son cigare dans le cendrier. Bon sang, dit-il. Vous essayez de nous vendre un tas de cendres provenant d'une fraude à l'assurance? Henri balbutia, non. C'est un montage. Cette femme est folle, elle a engagé des techniciens.
À ce moment-là, j'ai envie de me tourner vers les spectateurs et de leur poser la question suivante. Avez-vous déjà vu à quel point un tyran, un menteur, peut rapetisser lorsque son masque tombe? Comment ces égos démesurés se transforment en insectes face à la réalité? C'est le sentiment le plus satisfaisant au monde. Si vous ressentez la même satisfaction que moi en ce moment, aimez la vidéo et écrivez justice dans les commentaires. Car ce qu'Henri va vivre dans quelques instants n'est pas seulement une faillite, mais un véritable effondrement. Les portes se sont rouvertes. Mais cette fois, ceux qui sont entrés n'étaient pas des invités. Le commandant de la gendarmerie et 2 agents sont entrés. Le commandant s'est approché d'Henri. Henri Delmas, dit-il. Vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel, fraude à l'assurance et tentative de meurtre. Tentative de meurtre, s'écria Henri. Personne n'est mort. Votre femme était à la maison cette nuit-là, dit le commandant. Et vous le saviez. Il y avait 90% de chances que le feu se propage à la maison. Il s'agit d'une tentative de meurtre préméditée. Lorsque le clic métallique des menottes retentit, l'atmosphère dans la pièce changea. Henri tenta de résister. Papa, papa, fais quelque chose, cria-t-il. Mais Jacques, ce calculateur, ce puissant beau-père. À ce moment-là, il rassemblait ses papiers sur la table et essayait de se faufiler vers la porte arrière sans regarder son fils. Il abandonnait son propre fils là, au milieu des flammes. Voilà à quoi se résumait la loyauté des hommes de la famille Delmas. Pendant qu'on emmenait Henri, Claire fut soulevée par l'autre agent. Elle pleurait. Je n'ai rien fait. C'est Henri qui m'a forcée. Je ne faisais que regarder, criait-elle. Alors qu'il quittait la pièce, je restais debout devant la table. Je me tournais vers les Texans. Messieurs, dis-je, Château Delmas n'est pas à vendre. Il ne l'a jamais été. Maintenant, veuillez quitter ma propriété. Monsieur. Millet a retiré son chapeau et s'est incliné respectueusement devant moi. Vous avez raison, madame. Au Texas, nous appelons cela tenir bon. Bonne journée. Lorsque le salon se fut vidé, il ne restait plus que moi, maître Allard, madame Cotillard et les femmes. Je sentais mes jambes trembler. Je m'effondrais sur une chaise. Était-ce fini? Henri était en prison. La vente était annulée. Mon héritage était sauvé. Mais non, ce n'était pas fini. Maître Allard s'approcha de moi et posa sa main sur mon épaule. Félicitations, monsieur le président, dit-il. Mais le vrai travail commence maintenant. Les liens sont rompus. Il n'y a plus un centime dans les caisses. Henri a transféré toutes les réserves de trésorerie de la société vers ses soci-écrans. J'ai relevé la tête. Le goût de la victoire avait pris un goût amer dans ma bouche. Oui, le château m'appartenait. Mais tout ce qui me restait, c'était une cave brûlée, un compte en banque vide et une réputation ternie. Je regardais par la fenêtre les vignes d'où s'élevaient encore des volutes de fumée noire. Peu importe, dis-je. La terre est toujours là, et nous savons bien renaître de la terre. Si vous pensez que l'incarcération d'Henri marque la fin de l'histoire, vous vous trompez. L'histoire raconte comment une femme a bâti un empire à partir de ses cendres. Et le seul obstacle qui se dressait sur mon chemin n'était pas le manque d'argent. Henri trouverait un moyen de m'atteindre, même depuis sa prison. Le lendemain de la victoire est toujours le jour le plus calme. Et parfois, le silence est plus effrayant que le bruit. Cela faisait une semaine qu'Henri avait été arrêté. Les couloirs du château Delmas étaient désormais vides. Les domestiques, les jardiniers, ils étaient tout partis, parce que je n'avais plus un sou à leur verser. Maître Allard avait vu juste, Henri avait vidé non seulement notre honneur, mais aussi notre coffre. Ce matin-là, je trouvai une seule lettre dans la boîte aux lettres. Elle ne portait pas de nom d'expéditeur, seulement un cachet de prison. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Je reconnus immédiatement l'écriture anguleuse et précise d'Henri. La lettre était courte. Et comme d'habitude, insolente, ma chère épouse, tu te crois maligne de m'avoir fait emprisonner. Mais en échec, prendre le roi ne met pas fin à la partie. Les comptes de l'entreprise sont vides, victoire. Les fournisseurs vont frapper à ta porte. Les banques vont rappeler leur crédit. L'odeur de la terre que tu aimes tant ne te nourrira pas. Viens me rendre visite. Donne-moi une procuration pour la vente et je te donnerai une part des comptes secrets à l'étranger. Sinon, tu mourras de faim dans ce château. À toi de choisir. Je t'aime, ton mari. J'ai froissé la lettre et l'ai jetée dans la cheminée. En regardant le feu, je me suis demandé, avait-il raison? La situation était effectivement désastreuse. Le solde de notre compte bancaire était de moins 100 000 euros. La compagnie d'assurance refusait de nous indemniser à cause de la fraude commise par Henri. 40% des vignes avaient brûlé. Les 60% restants étaient à l'abandon. Dans l'après-midi, le directeur de la banque, monsieur le maire, est venu. L'homme qui, à l'époque de mon père, boutonnait sa veste devant lui, était maintenant assis en face de moi, les jambes croisées, et me regardait avec compassion. Madame Delmas,
dit-il, votre situation est regrettable. Mais notre banque ne se laisse pas guider par les sentiments. Les crédits arrivent à échéance. Si vous ne pouvez pas payer, nous serons contraints de saisir vos biens. Donnez-moi un délai, ai-je dit. C'est la saison des récoltes. La récolte, rit-il. Avec quels ouvriers? Avec quel équipement? Votre mari a même cédé les tracteurs à la société de leasing. Je vous conseille de réfléchir à l'offre de monsieur Henri. Vendée. À ce moment-là, l'ancienne Victoire qui sommeillait en moi, cette femme silencieuse et docile, avait envie de jeter sa tasse de café au visage du directeur de la banque. Mais la nouvelle Victoire, elle a pensé à autre chose. Avez-vous déjà vécu ce moment où personne ne croit en vous, où tout le monde vous dit abandonne? C'est à ce moment-là que votre destin bascule. Soit vous faites ce qu'ils vous disent et vous disparaissez, soit vous renversez la table et vous créez votre propre jeu. Si vous vous êtes déjà dit au moins une fois dans votre vie je vais réussir coûte que coûte, laissez un emoji point dans les commentaires, car maintenant, il est temps d'effacer le sourire méprisant du directeur de la banque. J'ai gentiment mais froidement mis le directeur de la banque à la porte. Vous connaissez la sortie, monsieur le maire, et la prochaine fois que vous viendrez, je vous conseille de prendre rendez-vous. Après son départ stupéfait, je me suis dirigé vers les vignes brûlées. Là, parmi les cendres, Madame Cotillard et les femmes du monastère travaillaient. Gantées, elles nettoyaient les troncs brûlés et taillaient les vignes qui avaient résisté. Aucune d'entre elles ne m'avait demandé d'argent. Elle m'avait simplement dit cette terre est aussi notre maison. En les regardant, j'ai eu un éclair de lucidité. Pour Henri et son père, le vin n'était qu'une industrie. Une machine à argent sans âme, dirigée par des hommes et actionnée par des machines. Mais le vin, c'était en fait la fertilité, la patience, la guérison. Tout comme ces femmes. Je suis rentré chez moi en courant. Sur la table du grand salon, j'ai étalé les vieilles cartes et les carnets de notes de ma grand-mère. Et non les maudits contrats de vente laissés par Henri. Le soir venu, j'ai appelé Maître Allard et Madame Cotillard. J'ai un plan. L'heure est jeudi. Allard a poussé un soupir. J'espère que ce n'est pas un braquage de banque, Victoire, car c'est la seule issue qui semble possible pour le moment. C'est mieux que ça, ai-je répondu. Je leur ai tendu le brouillon que j'avais dessiné sur un bout de papier. Château Delmas ne sera plus seulement un producteur de vin. Ce sera la première et unique académie de viticulture et d'œnologie biologique, au monde réservé aux femmes. Ils me regardèrent tous les deux comme si j'étais folle. Écoutez, et je poursuivis avec enthousiasme. Il y a des milliers de femmes dans ce secteur, mais elles sont toutes dans l'ombre des hommes. Nous allons leur donner une formation, de la taille à la fermentation, du marketing à la dégustation. Nous ferons payer les cours. De plus, nous commercialiserons les terres brûlées dans le cadre d'un projet de renaissance. Dame raisin et des cendres. Les gens aiment les histoires, Allard, et il n'y a pas de meilleure histoire que la nôtre. Allard retira ses lunettes. Il les essuya. Il les remit. Un sourire apparut lentement sur son visage. C'est de la folie, dit-il. Mais une folie commercialisable. Madame Cotillard pleurait. Alors, mes filles du couvent. Elles ne seront plus ouvrières, mais étudiantes et enseignantes. Oui, répondis-je. Et elles seront le nouveau visage du château d'Elmas. Le lendemain, j'ai essayé une autre solution à la place du crédit bancaire. J'ai utilisé les réseaux sociaux. J'ai partagé une vidéo racontant mon histoire, les actions d'Henri et mon nouveau rêve. Mon mari a brûlé mes liens, je construis une école à partir de ses cendres. Ai-je dit, rejoignez-nous. Quel a été le résultat? Mon téléphone a été pris d'assaut. Milliers de femmes du monde entier, du Japon à la Californie, m'ont envoyé des messages. Les préinscriptions ont explosé. Et surtout, une grande fondation d'agriculture biologique a proposé de soutenir notre projet par une subvention. Lorsque le directeur de la banque, Monsieur le maire, m'a appelé 2 jours plus tard, sa voix tremblait. Madame Delmas, j'ai appris que vous aviez obtenu un financement important. Pouvons-nous nous rencontrer pour discuter des modalités du crédit? Je lui ai simplement répondu parlant à ma secrétaire, Monsieur le maire. Je suis très occupé en ce moment, j'apprends à conduire un tracteur. Oui, j'étais au volant du tracteur. À mes côtés se trouvait Madame Cotillard et derrière nous, 50 étudiantes. Nous labourions la terre brûlée. Quand Henri l'a pris depuis sa cellule, il en mourut probablement de rage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Henri n'était pas du genre à accepter la défaite. Et lors d'une journée de visite à la prison, une conversation qu'il eut avec un mystérieux avocat venu lui rendre visite allait nous causer de nouveaux ennuis. Bien plus insidieux, on dit que le succès multiplie les ennemis. Alors que la première récolte de notre école approchait, des maladies étranges et des accidents inexplicables ont commencé à se produire dans les vignobles. Le bonheur, quelle chose fragile, n'est-ce pas? Au moment même où vous vous dites j'ai réussi, la vie vous répond pas encore. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de l'Académie Château d'Elmas.
Les vignobles résonnaient des rires et des chants des femmes au travail. Notre projet Le vin né des cendres avait suscité un vif intérêt dans la presse. Les commandes avaient commencé à affluer alors que les raisins étaient encore sur les vignes. Ce matin-là, à seulement 2 semaines de la récolte, je me suis rendu sur le versant nord des vignobles, là où se trouvaient les raisins merlot les plus précieux. Mon objectif était de mesurer le taux de sucre dès les premières lueurs du jour. Lorsque je me suis mis en rang, une odeur horrible m'est montée au nez. Ce n'était pas une odeur de brûlé, c'était une odeur de pourri, mais pas une pourriture naturelle. Une odeur chimique, acide, qui piquait les narines. Je me suis approché des vignes et, face au spectacle qui s'offrait à moi, j'ai laissé tomber le réfractomètre que je tenais à la main. Les feuilles, qui étaient encore vert émeraude la nuit dernière, étaient désormais noires, desséchées et ratatinées. Les grappes de raisin avaient pris une teinte grise, comme si toute vie les avait quittées. Et ce n'était pas seulement une vigne. Toute une rangée, environ 200 pieds de vignes, étaient morts en une nuit. J'ai appelé Madame Cotillard. Elle est arrivée en courant, le visage livide. Est-ce le phylloxéra? Demanda l'une de nos élèves, effrayée. Madame Cotillard prit une feuille dans sa main et la froissa. Non, dit-elle. Sa voix tremblait. Le phylloxéra ne tue pas aussi vite. Ce n'est pas une maladie, ma fille. C'est un meurtre. Je me suis penchée vers le sol. Au pied des racines, il y avait une étrange trace de liquide bleuâtre. J'y ai touché du doigt et j'ai senti de l'herbicide, un désherbant, mais le plus puissant du marché. Et quelqu'un l'avait injecté, goutte à goutte, à la base des racines. Une vague de panique s'est répandue dans l'école. La rumeur des terres maudites a commencé à se répandre dans le journal des ragots. Les élèves avaient peur. Si cette nouvelle venait à être divulguée dans la presse, l'image de notre académie biologique serait ruinée. Personne ne boirait du vin provenant d'une terre empoisonnée. Affronter son ennemi avec une épée est un combat honorable. Mais venir dans l'obscurité de la nuit et empoisonner silencieusement votre travail, c'est de la lâcheté. Avez-vous déjà combattu dans votre vie des ennemis invisibles, qui vous sourient en face mais qui vous poignardent dans le dos? Au bureau, à l'école ou dans votre famille? Si oui, aimez cette vidéo et écrivez «Je suis là» à ces ennemis invisibles. Parce que nous ne partirons pas. Appelons-nous la police? Demanda Maître Allard. Non. Ai-je répondu. C'est ce que veut Henri. Il veut un scandale. Il veut faire dire, regardez, les femmes ne savent pas diriger, elles ont détruit les liens. Nous allons régler cela en silence. Cette nuit-là, Pierre et moi nous sommes enfermés dans la salle de guerre. Pierre a commencé à examiner les caméras à détecteur de mouvement qu'il avait installées autour du terrain. Il n'y a rien, Victoire, dit Pierre en se frottant les yeux. Les caméras fonctionnent, mais on ne voit personne. Celui qui a fait ça connaît les angles morts. Quelqu'un qui connaît le terrain comme sa poche. Quelqu'un qui connaît le terrain comme sa poche. Cette phrase résonna dans mon esprit. Les anciens employés, ils avaient tous été licenciés par Henri. Mais si quelqu'un n'était toujours fidèle à Henri, apportez-moi la liste, madame, dis-je, qui travaillait sous Henri et n'a pas été licencié par nous. Madame Cotillard m'apporta la liste. Nous avons éliminé tout le monde un par un. Il ne restait plus qu'un seul nom. L'assistant du jardinier, un jeune garçon. Luc. Luc, silencieux, calme, travailleur. Henri l'avait embauché une semaine avant d'aller en prison. Ça ne peut pas être lui, dit madame. C'est un garçon très sage. Hier, il a nettoyé le réservoir d'eau toute la journée. Le réservoir d'eau, murmurai-je. Mes yeux s'écarquillèrent. Le poison n'avait pas seulement été versé sur les racines. S'il s'était mélangé au système d'irrigation, je me précipitai. Pierre, ferme le système d'irrigation. Tout de suite. Quand nous arrivâmes au réservoir, il était trop tard. Le minuteur automatique s'était déclenché et le système d'irrigation fonctionnait. Mais l'eau qui coulait n'était pas claire. Elle était légèrement bleutée. Luc était là, devant la vanne du réservoir. Il nous regardait, figé, un bidon vide à la main. « Luc !» ai-je crié. Le garçon a paniqué. Il a jeté le bidon et s'est mis à courir vers la clôture. Pierre attrape-le. Une course-poursuite s'est engagée dans l'obscurité. Nous avons couru entre les vignes, dans la boue. Luc était jeune et rapide, mais il ne connaissait pas le chemin. Moi, j'avais grandi en jouant à cache-cache dans ces vignes. J'ai pris un raccourci et je me suis retrouvé devant l'ancien puits. Arrête. Luc s'est arrêté pour ne pas me heurter, a glissé et est tombé par terre. Pierre, à bout de souffle, l'a rattrapé et s'est jeté sur lui. Lâche-moi, pleurait l'enfant. Je devais le faire. Je l'ai relevé et je l'ai attrapé par le col. La colère froide qui m'habitait était revenue. Pourquoi? Ai-je demandé. Nous t'avons ouvert notre maison. Pourquoi les as-tu empoisonnés? Luc s'effondra en sanglotant. Ma mère, dit-il. Ma mère est malade. Il fallait de l'argent pour l'opération. Cet homme, l'avocat, m'a donné l'argent.
Il m'a dit, tu n'auras qu'à ajouter un peu de médicaments, personne ne mourra, seules les plantes sécheront. Quel avocat? Demanda maître Allard en s'approchant derrière nous. Je ne connais pas son nom, répondit Luc. Mais il a une voiture noire. Elle a une plaque d'immatriculation parisienne. Demain soir. Demain soir, il viendra près du vieux pont pour récupérer le reste de l'argent. Nos regards se croisèrent. Henri était en prison, mais ses hommes de main étaient dehors. Et ces hommes de main utilisaient des gens désespérés, prêts à tout pour de l'argent. J'aurais pu dénoncer Luc à la police. Mais cela aurait effrayé l'avocat et l'aurait fait fuir. Si je voulais couper la main d'Henri à l'extérieur, c'était moi qui devais aller à ce rendez-vous, pas Luc. Écoute Luc, lui dis-je d'une voix glaciale. Si tu ne veux pas aller en prison, tu feras exactement ce que je te dis. Tu iras à ce rendez-vous. Mais tu ne seras pas seul. Ai-je dit. Et demain soir, cet avocat laissera non seulement l'argent, mais aussi sa liberté sur ce pont. Le lendemain soir, sur le vieux pont de pierre au bord du fleuve brumeux, un phare de voiture a percé l'obscurité. Une luxueuse berline noire. Luc attendait au milieu du pont, tremblant. Nous étions prêts, cachés dans les buissons, avec le drone de Pierre et le fusil de chasse de Madame Cotillard. La vitre de la voiture s'abaissa. Une main tendit une enveloppe épaisse. Bravo, mon garçon, dit une voix grave. Le patron est satisfait de ton travail. Voici ta prime. À ce moment-là, Pierre alluma les lumières du drone. Tel un ange descendant du ciel, le projecteur du drone illumina l'intérieur de la voiture. Quand j'ai vu l'homme assis au volant, j'ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas un avocat. C'était le chauffeur de la voiture dans laquelle Jacques, le père d'Henri, s'était enfui le jour de l'arrestation de son fils. Mais à l'arrière, quand j'ai vu la personne assise à l'arrière, mon sang s'est glacé. Il n'était pas le père d'Henri, Jacques. C'était mon cousin Germain, Marc, le mouton noir, de la famille que nous n'avions pas vu depuis des années. Il avait collaboré avec Henri, mon cousin qui ne pouvait accepter que l'héritage me revienne uniquement. Tu as pris la photo, Pierre. Ai-je chuchoté, en résolution 4K, répondit Pierre. En voyant la voiture, la lumière et le drone, il paniqua, appuya sur l'accélérateur et disparut dans la nuit. Mais il était trop tard. Nous avions enregistré leur visage, leur plaque d'immatriculation, le transfert d'argent, tout. Henri n'était pas seul. Il collaborait avec un membre de ma famille, un de mes proches. Cette guerre était devenue beaucoup plus personnelle que je ne l'avais imaginé. De retour à la ferme, j'ai dit à Luc d'utiliser l'argent pour l'opération de sa mère, puis de dégager d'ici. Si je le revoyais, je n'aurais aucune pitié. Mais maintenant, il était temps d'affronter Marc, et de montrer à Henri que même s'il achetait sa famille, il ne pourrait pas me vaincre. Le temps des récoltes était venu, et nous n'allions pas seulement récolter du raisin, mais aussi notre vengeance. On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais il n'est pas plus épais que le vin, car le vin est la mémoire de la terre, tandis que le sang n'est parfois qu'une maladie. Je n'arrivais plus à dormir depuis que j'avais vu mon cousin Marc dans cette voiture. Marc était mon compagnon de jeu quand j'étais enfant. C'était lui qui m'avait bandé le genou quand j'étais tombé d'un arbre, qui m'avait applaudi quand j'avais fait mes premiers tours à vélo. Comment pouvait-il maintenant s'allier à mon mari pour essayer de me détruire? La réponse se trouvait dans les étagères poussiéreuses de la bibliothèque de ma grand-mère Élise. Cette nuit-là, j'ai lu les journaux intimes de ma grand-mère jusqu'au petit matin. Et dans une page datant de 1995, j'ai trouvé la vérité. Aujourd'hui, j'ai déshérité mon fils Jean. Il a volé de l'argent dans la caisse du château pour payer ses dettes de jeu. Mais ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est qu'il a monté le petit Marc contre moi. J'ai vu une haine pure dans les yeux de cet enfant aujourd'hui. Je crains que cette haine ne s'intensifie avec le temps, comme du vinaigre vieilli. Ma grand-mère avait raison. Marc avait accumulé pendant des années la colère d'être exclu, d'être un petit-fils de seconde zone. Henri avait trouvé cette colère et l'avait utilisée à son avantage. La famille. Ceux qui nous blessent le plus sont généralement ceux qui nous sont les plus proches, parce que nous ne baissons notre garde qu'avec eux. Avez-vous déjà été poignardé dans le dos par quelqu'un que vous considériez comme un frère? Si oui, vous comprenez la douleur amère que je ressens en ce moment. Aimez cette vidéo pour ceux qui ont encore une famille en qui ils peuvent avoir confiance, car c'est le plus grand trésor que vous possédez. Le lendemain, l'Académie Château d'Elmas organisait son festival des premières vendanges. La presse, les responsables locaux, les négociants en vin, tout le monde était invité, et j'ai envoyé une invitation spéciale à Marc. Sur la carte, j'ai simplement écrit « Il est temps de parler du passé, mon cher cousin ». Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais certaines choses ont été filmées. Si tu ne viens pas, ces images seront entre les mains du procureur demain matin. Marc est venu. Il se tenait debout, tendu dans son costume de lin blanc, à l'écart du festival. Il regardait d'un œil étranger la foule joyeuse qui l'entourait et les chants des femmes. Je l'ai emmené dans la petite salle de dégustation restaurée et non incendiée de la cave.
Lorsque j'ai fermé la porte, Marc a explosé. Que veux-tu, Victoire? A-t-il sifflé. Tu me menaces? On ne voit rien sur cette vidéo. Je n'irai avoir été dans la voiture. J'ai souri. J'ai retourné la tablette posée sur la table. L'image était une vidéo 4K filmée par Pierre avec son drone. L'expression de terreur sur le visage de Marc était aussi claire qu'un tableau. Tu peux nier, Marc, dis-je calmement. Mais on te voit clairement approuver la transaction entre Henri et Luc, l'avocat, depuis le siège arrière. Complicité, association de malfaiteurs. Au moins 10 ans, Marc. Henri ne restera pas seul en prison, il en sera ravi. Marc s'effondra sur sa chaise. Ses épaules tombèrent. À ce moment-là, je ne voyais plus un ennemi devant moi, mais un enfant vaincu. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi Henri? Tu sais à quel point cet homme nous méprisait. Parce qu'il m'a donné une chance, s'écria Marc. Ses yeux étaient remplis de larmes. Tu as toujours été une princesse, Victoire. La prunelle des yeux de ta grand-mère. Moi, j'étais le fils du joueur. Henri m'avait promis 10% du produit de la vente du château. C'était mon droit. J'ai aussi du sang dans ces terres. Je me levai de table et jetai le journal intime de ma grand-mère devant lui. Lise-le, lui dis-je. Lise-le, Marc. Lise pourquoi ton père a été déshérité. Ma grand-mère ne t'a pas rejeté. Ton père l'a chassé parce qu'il avait même dépensé tes fonds pour l'université au jeu. Avant de mourir, ma grand-mère avait ouvert un compte secret pour toi, mais ton père a retiré cet argent avec une fausse signature. Les mains de Marc tremblaient tandis qu'il lisait le journal. D'âmes larmes coulaient sur le papier. L'histoire à laquelle il avait cru pendant des années, les mensonges de son père. Tout s'était effondré d'un coup. Henri le savait et avait fait en sorte que Marc dirige sa colère contre moi. Henri m'a utilisé, murmura Marc. Oui, répondis-je. Et il continuera à le faire. Si tu le lui permets, bien sûr. Marc leva la tête. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, mais du regret. Que puis-je faire, Victoire? Je suis déjà perdue. Je me suis penchée vers lui. Raconte-moi le dernier plan d'Henri, Marc. Comment a-t-il donné cet ordre d'empoisonnement depuis la prison? Et quelle est la prochaine étape? Marc prit une profonde inspiration. L'empoisonnement n'était qu'un avertissement, dit-il. Le vrai plan entrera en action après la récolte. Henri s'est arrangé avec un faussaire de documents. Il prépare un faux document datant de 1960 qui prouve que le protocole de la fondation de ta grand-mère est un faux. Et comme témoin, il marqua une pause. Qui vont-ils utiliser comme témoin, Marc? Moi, répondit Marc. Ils veulent que je dise au tribunal, ma grand-mère était âgée. Victoire l'a forcé à signer, j'étais présent. Si je fais cela, la fondation sera dissoute et la propriété reviendra à Henri. Mon sang se glaça. C'était l'arme nucléaire d'Henri. Si un membre de la famille affirmait que l'acte de fondation était faux, le procès durerait des années et, pendant ce temps, les banques saisissaient la propriété. Mais je ne le ferai pas, dit Marc. Il se leva. Je ne le ferai plus. Ça ne suffit pas, Marc. Lui dis-je. Il ne suffit pas de dire que tu ne le feras pas. Pour déjouer le jeu d'Henri, nous devons jouer son jeu. Comment? Tu vas témoigner comme il le souhaite. Lui ai-je répondu. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Envoie un message à Henri. Dis-lui que le plan se déroule comme prévu, qu'il prépare ce faux document. Le jour du procès. Je souris. Le jour du procès, Henri va avoir le choc de sa vie. Je serrai la main de Marc. Ce n'était pas encore un accord de paix, mais c'était une alliance. De retour au festival, j'ai présenté Marc à la foule. Mon cousin Marc est à nos côtés en ces temps difficiles. Ai-je dit. Tout le monde a applaudi. Je n'oublierai jamais l'expression de surprise et de gratitude sur le visage de Marc. Pour la première fois, il se sentait comme un membre de cette famille. Ce soir-là, quand je me suis couché, une tempête faisait rage dehors. Mais j'étais en paix. J'avais transformé la plus grande arme de mon ennemi en mon propre bouclier. Mais je savais qu'Henri n'abandonnerait pas. Le jour du procès approchait. Et ce jour-là, ce n'était pas seulement le destin du château d'Elmas qui allait être scellé, mais celui de toute ma vie. Henri allait venir avec ses faux documents et son sourire arrogant. Mais il ne se doutait pas de la surprise qui l'attendait. Peu importe à quel point vous polissez un mensonge, il se fissure dès qu'il est exposé à la lumière du soleil. Henri avait poli ce mensonge pendant des mois dans sa cellule sombre. Mais sous les lumières fluorescentes impitoyables de la salle d'audience, il ne lui faudrait que quelques secondes pour se fissurer. Le jour du procès, le palais de justice de Bordeaux était bondé. La presse avait campé devant la porte pour suivre l'affaire de la reine du vin et du prince déchu. Lorsque Henri entra dans la salle, il gardait la tête haute malgré sa combinaison orange de prisonnier. Il me regarda même et me lança son sourire arrogant, tu verras bien. Lorsque le juge a frappé le marteau, mon cœur battait à tout rompre. Notre plan était risqué. Si Marc prenait peur au dernier moment et changeait de camp, nous perdrions tout.
Le nouvel avocat d'Henri, ce requin hors de prix venu de Paris, prit la parole. Monsieur le Président, dit-il d'une voix théâtrale, mon client, Henri Delmas, est victime d'une grave injustice. Le titre de propriété détenu par la partie adverse est invalide. En effet, nous disposons d'une déclaration d'annulation signée par feu Élise Delmas en 1960, juste avant son décès. Un murmure parcourut la salle. L'avocat brandit un document jauni et vieillot. Dans ce document, la défunte déclare clairement « Je subis la pression de ma petite-fille Victoire. Je ne suis pas en pleine possession de mes facultés mentales. Je cède tous mes pouvoirs à la famille de mon gendre. Je me suis efforcé de ne pas détourner les yeux. L'imagination d'Henri était aussi vaste que sa méchanceté. Et il y a quelqu'un pour en témoigner, dit l'avocat. L'autre petit-fils de la défunte, monsieur Marc Delmas. Marc fut appelé à la barre. Henri, adossé à sa chaise, savourait sa victoire. Marc prêta serment et regagna sa place. Il était pâle. Il avait les mains jointes sur les genoux. L'avocat demanda « Monsieur Marc, étiez-vous présent le jour où votre grand-mère a signé cette déclaration d'annulation ?» Marc prit une profonde inspiration. Le silence dans la salle était si intense qu'on aurait dit qu'une épingle tombée ferait l'effet d'une bombe. Henri lança un regard encourageant à Marc. Marc regarda Henri dans les yeux. Puis il se tourna vers moi. À cet instant, la peur dans ses yeux fit place à une expression d'acier. « Oui, dit Marc. J'étais là. » Henri sourit. « Mais, » continua Marc, haussant progressivement le ton, « pas en 1960. La semaine dernière, j'étais dans la salle des visites de la prison. » Le sourire d'Henri se figea sur son visage. L'avocat balbutia objection. « Qu'est-ce que ce témoin raconte? Je ne raconte pas n'importe quoi. » S'écria Marc en sortant une clé USB de sa poche et en la brandissant en l'air. J'ai acheté le papier de ce document dans un magasin d'antiquités. J'ai séché l'encre au four sur les instructions d'Henri pour lui donner un aspect ancien. Et j'ai ici l'enregistrement audio du moment où Henri m'a dit « Si tu racontes cela au tribunal, je te donnerai 10% des bénéfices. » La salle explosa. Les journalistes se mirent à prendre des photos. Le juge frappa plusieurs fois son marteau. Silence, silence. Henri s'est levé d'un bond et s'est précipité vers la tribune, malgré ses menottes. Menteur, espèce de misérable. C'est moi qui t'ai créé. Tu ne peux pas me faire ça. Les gendarmes ont eu du mal à maîtriser Henri. À ce moment-là, Marc, avec la dignité la plus impressionnante que j'ai jamais vue, a déclaré « Tu ne m'as pas créé, Henri. Tu m'as seulement utilisé. Mais le sang a plus de valeur que ton argent sale. » À ce moment où un tyran s'est effondré sur la montagne en laquelle il avait confiance. Cela n'avait pas de prix. La justice arrive parfois tard, mais quand elle arrive pour de bon. Voir le regard désespéré d'Henri valait toutes les souffrances que j'avais endurées. Si vous aussi vous croyez que les méchants ont ce qu'ils méritent, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que ceux qui souffrent encore sachent qu'il y a toujours de l'espoir. Après avoir examiné les preuves, le juge n'a pas tardé à rendre son verdict. L'avocat d'Henri avait déjà commencé à rassembler ses affaires. Après délibération, a déclaré le juge, le prévenu Henri Delmas est condamné, en plus de ses crimes actuels, pour falsification de documents officiels, obstruction à la justice et subornation de témoins. Il est privé de son droit à la libération conditionnelle. Et toutes ses revendications sur le château Delmas sont rejetées. Lorsque Henri fut conduit hors de la salle, il n'était plus cet homme fier. Il avait les épaules voûtées, il avait vieilli, il était brisé. Nos regards se croisèrent. Je ne ressentis ni colère ni haine à son égard. Je ressentis seulement de la pitié. C'est fini, Henri. Lui et je murmurai. Lorsque nous sommes sortis, le temps était radieux. La pluie avait cessé, le soleil brillait. Marc s'est approché de moi. Merci Victoire, m'a-t-il dit. Tu m'as rendu mon honneur. C'est toi qui me l'as rendu, Marc, ai-je répondu. Maintenant, va-t'en et refais ta vie. Mais sache que les portes du château te seront toujours ouvertes. Lorsque nous montâmes dans la voiture, Maître Allard se pencha en arrière et prit une profonde inspiration. Et maintenant, que va-t-il se passer, Monsieur le Président? Le procès est terminé. Le titre de propriété est à vous. Henri en prison. Par la fenêtre, j'ai regardé les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. La bataille juridique était terminée, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Maintenant, et je dis, il est temps de montrer au monde ce qu'une fondation féminine est capable de faire, car nous avions un objectif bien plus ambitieux devant nous. Le Grand Prix d'excellence. Le concours de vin le plus prestigieux au monde. Quand Henri a brûlé les vignes, tout le monde a dit que la récolte de cette année-là était fichue. On ne peut pas faire de vin avec des raisins brûlés, ont-ils dit. Mais ils avaient tort. Le feu avait changé le caractère du sol. Et le vin que nous avons fait avec Madame Cotillard à partir des quelques raisins que nous avons récoltés sur ces vignes brûlées, ce vin n'avait pas un goût ordinaire.
Il avait un goût d'amertume, de révolte, de larmes et de victoire. Nous avons écrit cuvée Victoire sur les bouteilles. L'étiquette ne comportait ni mon visage ni l'image du château. Seul le symbole d'un phénix renaissant de ses cendres y figurait. Le concours avait lieu la semaine suivante à Paris. Nos concurrents étaient des marques centenaires. Ces vins de château gigantesques dirigés par des hommes. Nous étions ce vin rebelle, à l'odeur de fumée, produit par des femmes aux mains colleuses, qui avaient creusé la terre brûlée avec leurs ongles. Quelles étaient nos chances de gagner? D'après les statistiques, elles étaient nulles. Mais nous avions cessé de croire aux statistiques la nuit où la cave avait brûlé. Préparez vos verres. La finale sera vertigineuse. Paris, la ville lumière. Mais cette nuit-là, la lumière la plus brillante dans cette immense salle de bal n'était pas celle de la Tour Eiffel, mais la lueur de fierté dans les yeux de Madame Cotillard. La cérémonie de remise du Grand Prix d'Excellence se déroulait dans l'une des salles historiques du musée du Louvre. Nous étions entourés d'hommes en smoking, de femmes en robe de soie et de représentants de dynasties viticoles centenaires. Nous, en revanche, nous étions un peu différents. Moi, Madame Cotillard et 3 élèves parmi les premiers diplômés de notre école. Nous ne portions pas de vêtements de créateurs. Nous portions des costumes blancs simples, cousus par un tailleur local, avec une broche représentant le nouvel emblème du château d'Elmas, l'oiseau phénix, épinglé sur le col. Nos mains n'étaient pas manucurées. Elles portaient les traces des cisailles, de la terre et du travail. Je sentais les regards posés sur nous. D'âmes regards méprisants, moqueurs. J'ai entendu le murmure d'un célèbre producteur de Bourgogne à la table voisine, ce ne sont pas les femmes du château brûlé. Elles sont venues vendre du vinaigre qui sent la fumée. J'ai souri, car ils ne savaient pas que la fumée est parfois le meilleur des épices. La dégustation avait commencé. C'était une dégustation à l'aveugle. Les membres du jury ne savaient pas à qui appartenait chaque vin. Ils dégustent les bouteilles sans numéro qui leur sont présentées, prennent des notes et attribuent des notes. Lorsque le numéro 47 est arrivé, un silence s'est installé dans la salle. Le numéro 47 était notre vin, la cuvée Victoire. Le président du jury, Monsieur Leblanc, cet homme au caractère bien trempé dont les critiques poussaient les chefs à se suicider, a levé son verre. Il en a examiné la couleur. Couleur lilas, murmura-t-il dans le micro. Mais il y a une étrange tache noire à l'intérieur. Il le huma. Il fronça les sourcils. Il le huma à nouveau. Tout le monde dans la salle retenait son souffle. Monsieur Leblanc prit une gorgée de vin. Il ferma les yeux. Les secondes s'écoulèrent. 5 secondes. 10 secondes. Son visage restait impassible. Puis il ouvrit les yeux et dit quelque chose que personne n'avait jamais entendu auparavant. Ce vin a souffert. Un murmure de surprise parcourut la salle. Oui, a poursuivi Leblanc. J'ai en bouche un goût de chêne brûlé, de raisin caramélisé et de rébellion. Ce n'est pas seulement une boisson, c'est une histoire. C'est le souffle de quelqu'un qui a vu la mort et qui est revenu à la vie. Vous est-il déjà arrivé que votre plus grande blessure devienne votre plus grande force? Cette cicatrice que vous cachez en disant « elle me rend laid » peut un jour devenir votre médaille. Si vous aussi vous vous êtes relevé en puisant votre force dans vos souffrances, veuillez écrire votre histoire en une seule phrase dans les commentaires. Dites j'ai brûlé, mais je ne me suis pas éteint. Car ce soir, c'est le soir où l'on porte fièrement ses cicatrices. Une fois le vote terminé, le présentateur est monté sur scène. Il a ouvert l'enveloppe qu'il tenait à la main. Et cette année, le prix du meilleur vin, le plus caractéristique et le plus audacieux de l'année. Mon cœur battait à tout rompre. Madame Cotillard me tenait la main si fort que mes doigts étaient engourdis. Grand prix médaille d'or numéro 47. Château d'Elmas cuvée Victoire. Pendant un instant, mes oreilles ont bourdonné. Les applaudissements me semblaient étouffés, comme si j'étais sous l'eau. Je ne sentais que Madame Cotillard qui m'étreignait en sanglotant. On a gagné, ma fille. On a gagné. Lorsque nous sommes montés sur scène, les hommes qui nous regardaient avec mépris quelques instants auparavant se sont levés pour nous applaudir. Lorsque j'ai pris le micro, j'ai laissé dans ma poche le discours sophistiqué que j'avais préparé. J'ai regardé la salle et j'ai dit ce que je ressentais. Je ne reçois pas ce prix pour mes raisins exceptionnels. Je ne reçois pas ce prix pour ceux qui nous ont dit que nous n'arriverions à rien. Je ne reçois pas ce prix pour ceux qui ont ri en regardant les flammes consumant notre cave cette nuit-là. J'ai pris une profonde inspiration. Je reçois ce prix pour toutes mes sœurs qui ont nettoyé la terre brûlée de leurs mains, qui ont semé des graines au milieu du désespoir et qui n'ont pas baissé les bras quand on leur a dit que les femmes ne connaissent rien au vin. Cette odeur de fumée, dans le goût de notre vin n'est pas une erreur. C'est la preuve que nous avons survécu. La salle était en ébullition. Ce soir-là, nous n'avons pas seulement remporté un prix. Nous avons déclenché une révolution. Et ensuite, que s'est-il passé? Je sais que vous êtes curieux. Henri, il en est à sa 3e année de prison. D'après ce que j'ai entendu, il travaille à la bibliothèque de la prison.
L'autre jour, il a découpé un article de journal sur le succès du château d'Elmas et l'a accroché à son mur. Dame regret? Je ne pense pas. Il veut simplement se rappeler chaque jour l'importance de ce qu'il a perdu. Marc, mon cousin Marc a tenu parole. Il a tourné la page. Il est désormais directeur marketing de notre académie. Et croyez-moi, personne ne connaît mieux que lui les tactiques d'Henri, il anticipe donc tous les coups de nos concurrents. Madame Cotillard, elle est désormais à la retraite. Mais sa conception de la retraite consiste à se lever tous les matins à 6 heures pour enseigner la taille de la vigne aux nouveaux étudiants. Elle est la légende vivante de cette école. Et moi, Victoire, je filme actuellement cette vidéo depuis la terrasse vitrée que nous avons construite à la place de la cave incendiée. En bas, des centaines d'étudiantes travaillent. Certaines viennent d'Asie, d'autres d'Afrique, d'autres encore d'ici, de France. Elles ont toutes un point commun, quelqu'un leur a dit tu n'y arriveras pas. Mais elles le font. Nous le faisons. Château d'Elmas n'est plus seulement une marque de vin. C'est un refuge, une école et une preuve. Ma grand-mère avait raison. L'argent sans le papier, le pouvoir sans la terre. Mais le plus grand pouvoir, c'est l'odeur de la liberté qui renaît de ses cendres. Si vous vous sentez actuellement au milieu d'un incendie, n'ayez pas peur. Brûler ne signifie pas disparaître. Brûler signifie se débarrasser des scories et revenir à l'essentiel. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je m'appelle Victoire Delmas. Et ceci était ma victoire.